SNCF sur un modèle synchrone ferroviaire et sur la réflexion un petit peu qui a été menée autour de ça. Donc on a intitulé Asynchronous Modeling in Railway Systems, et vous verrez donc pourquoi. Alors d'abord, un point c'est sur la modélisation. Souvent ce qu'on constate, c'est qu'on a un type de modèle pour un objectif donné. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles qui sont destinés à faire de la vérification, de la vérification de propriété, de la génération de tests, des modèles de spécification, des modèles d'architecture, des modèles d'exigence. Ils n'ont pas tous le même objectif. Sous-entendu, il n'y a pas de technologie de modélisation qui va nous permettre de répondre à tous ces besoins en même temps. Donc, c'est vrai qu'on va discuter de modèles, mais c'est qu'il y a un changement d'objectif sur les modèles. Donc typiquement sur les technologies de modélisation, bon, après on peut discuter, parce que les technologies de modélisation peuvent être utilisées à plusieurs fins, plusieurs finalités. Mais on va dire que, voilà, grossièrement, plus la technologie est précise, plus elle va être proche finalement de l'implémentation, et elle va permettre de faire des vérifications précises. Si on peut parler de langage complètement mathématique du type langage B, du luxe, MATLAB, donc là c'est vraiment très très précis. Après le SDL en asynchrone, plutôt fonctionnel, la SMA pour les types de données, l'ADL pour l'architecture, et puis voilà, après on monte dans des niveaux où finalement le langage lui-même n'est pas forcément très précis, c'est pas volontaire, hein, après le sens de ce qu'on écrit peut différer suivant la personne qui le lit, donc c'est ce qu'on va retrouver dans du UML, du XML. Alors ça en même temps une force et une faiblesse. C'est la force pour exprimer n'importe quoi, mais la faiblesse c'est que on ne se comprend pas très bien, donc la communication qui est attendue via le modèle peut évidemment en souffrir considérablement. Voilà. Alors c'est vrai que si on veut faire des vérifications, on voit bien qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose le plus précis possible, hein, pour arriver à en tirer quelque chose. Alors dans notre cas, dans cette étude, donc on parle de systèmes ferroviaires, et historiquement les systèmes ferroviaires au niveau du contrôle c'était des choses relativement simples, hein, c'est-à-dire qu'on prenait un aiguillage. Et puis le contrôle, c'est que l'aiguillage est ouvert ou fermé. Je vérifie ce qui se passe, ou je le commande, je l'ouvre ou je le ferme, donc c'était relativement simple. Donc on pouvait dire par exemple, je peux ouvrir l'aiguillage s'il y a un train sur la voie. Voilà. C'est finalement relativement simple et binaire, donc on pouvait faire des opérations logiques là-dessus. C'était presque un schéma électrique hein, finalement, c'est-à-dire qu'on peut tirer un fil d'un capteur sur l'aiguillage, l'amener à un opérateur booléen et puis en tirer une conclusion. Les systèmes ont évidemment évolué, mais malgré tout, quand on regarde sur les systèmes d'ouverture de porte, alors ça c'est aussi une autre chose qu'on a regardé, qui n'est pas dans le papier, mais c'est avec Stan Transport sur le Passenger Exchange, donc le système d'entrée et de sortie des passagers. Il ne faut ouvrir les portes du train évidemment que si on est à pied. Voilà. C'est des règles, de base, donc tout ça est relativement simple, et donc historiquement, dans ce domaine-là, on a l'utilisation de logique booléenne, des choses relativement simples. Alors depuis les années 90, l'Union européenne a lancé un programme qui s'appelle le RTMS, European Traffic Management System, qui a donc pour objectif d'harmoniser tous les systèmes de signalisation en Europe pour que les trains qui traversent les frontières n'aient pas besoin d'équipements différents. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours toujours de déploiement, mais surtout c'est des systèmes où là on n'est plus sur des choses simples et binaires du type l'aiguillage est fermé, puisqu'on parle maintenant de communication du train avec par radio avec un centre de contrôle, avec les stations le long des voies, et puis on parle de notion de vitesse du train, donc c'est pas du tout binaire par l'accélération. Et tout le contrôle du trafic et toute la signalisation se base donc sur des concepts beaucoup plus compliqués. Donc ce qui se passe, c'est que
pour décrire ce type de système, au niveau de la modélisation, on va pas pouvoir s'en sortir avec des technologies synchrones. On va être obligé de se mettre un peu au niveau et de travailler de manière asynchrone. Ce qui introduit d'autres manières de penser finalement, la manière de présenter les choses, et d'autres problématiques qui vont être soulevées. Alors, donc, je disais historiquement, dans le domaine ferroviaire, il y a beaucoup d'utilisation de technologies synchrones et de logique linéaire. Donc là, on va chercher quelque chose de plus haut niveau, d'asynchrone. Alors, comme quand même on peut faire des vérifications sur le système, il faut que la technologie asynchrone qu'on utilise puisse être vérifiable. Donc, ça veut dire idéalement que la technologie puisse contenir suffisamment de précision dans la description pour qu'on puisse l'exécuter, peut-être faire des vérifications de preuves aussi, sur la représentation qu'on va faire. Alors, en plus, il y a une théorie qui s'appelle GAZ, qui existe depuis un certain nombre d'années, qui dit finalement, en plus, si on monte en abstraction, quand on regarde un système de manière globale, les systèmes rencontrent plutôt asynchrone. Et puis, il y a certaines parties synchrones qui sont très critiques. Donc, c'est ce qu'on appelle GAZ, Globally Asynchronous, Locally Synchronous. C'est vrai qu'on va retrouver ça dans les véhicules, sur les voitures, même dans les avions. C'est que les parties très critiques vont utiliser des technologies synchrones parce que comme elles sont très restreintes dans leur représentation, on va dire dans leur domaine d'exploration du modèle, elles sont vérifiables plus facilement, technologiquement. Donc, même si maintenant, avec le temps, on arrive aussi à vérifier des choses asynchrones, mais ça met ce gros intérêt. Donc tout ce qui était très critique, on l'exprime de manière synchrone, aussi pour cette raison. Alors, nous, bon, Panel travaille depuis 15 ans sur le SDL, c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette étude avec la technologie SDL. Alors, le SDL, c'est Specification and Description Language, un standard de l'Union internationale des télécommunications, qui, au départ, avait pour objectif d'écrire les protocoles de télécommunication de manière suffisamment précise pour que deux implémentations puissent se parler. Bon, comme ça pouvait bien marcher, ça a même explosé, et la compatibilité a toujours fonctionné. Donc la particularité de SDL, c'est que c'est asynchrone, c'est basé sur les messages qui sont échangés. Il y a une représentation graphique, mais dedans il y a un langage d'action. Donc il y a des types de données en langage d'action, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire une boucle, on a le même moyen de la faire, c'est des choses ça prend. Et à partir du moment où on a cette sémantique d'exécution en langage d'action, on peut faire des vérifications sur le mode. Voilà. Alors, du coup, SDL est bien adapté pour faire une description globale. Si on fait globally asynchronous, si on a une description asynchrone, on va pouvoir faire une description globale. Mais si on fait ça, comment est-ce qu'on fait le lien avec la description, je dirais historique, qui est plutôt synchrone, et souvent basée sur des technologies type des choses de ça. Alors, l'expérimentation qu'on a faite est sur un vrai système de RTMS, pour le système européen, le RBC, le Videoblock Center. Et donc, on a récupéré un modèle MATLAB SNCF qui s'avait développé et vérifié, dans le sens vérifié, validé chez eux. Ils avaient aussi d'ailleurs vérifié mathématiquement un certain nombre de choses. Donc, on pouvait partir de cette référence. Et puis, on a traduit ça en SDL pour voir un petit peu ce que ça donnait. Est-ce que c'était plus lisible, invisible, est-ce qu'on pouvait vérifier plus ou moins, est-ce qu'on pouvait faire un autre générique de test, parce que, évidemment, la problématique à eux, c'est qu'il fallait qu'ils trouvent un moyen de monter en abstraction et qu'ils ne pouvaient pas rester cantonné à cette représentation. Alors, si on prend le modèle, là, on va avoir en haut à gauche donc l'architecture. Alors, quand vous avez les canaux qui arrivent sur les différents blocs, dans cette représentation, ce sont des canaux synchrones. C'est-à-dire que c'est presque électrique. On les lit, donc on lit toutes les entrées d'un coup, on fait un processing et puis on a une sortie.
comme un opérateur booléen. Je gère mes entrées et je crée une sortie. Alors on peut même reboucler la sortie sur l'entrée, hein, donc sous-entendu, quand on reboucle la sortie sur l'entrée, la prochaine lecture des entrées, ce sera la valeur précédente de la sortie. Alors que donc, ce que vous avez en bas à droite, c'est une représentation SDL architecture. Donc on va retrouver les trois parties, sauf que les informations qui sont échangées sont basées sur des messages asynchrones. Donc il y a des message queues à chaque élément de structure, donc ce qu'on appelle les agents. Et les agents lisent les messages qui sont reçus et de manière complètement synchrone. On ne sait pas quand on les reçoit. Et ce qui importe là, c'est plutôt la séquence de l'instruction plutôt que ce qui se passe à un moment donné. Parce qu'évidemment, dans la présentation que vous avez à gauche, comme il faut lire toutes les valeurs en même temps, tout ça est basé sur une horloge. Donc on lit toutes les entrées à un moment sur un fond d'horloge, on traite les entrées. Alors que quand on va en opération asynchrone, les choses peuvent être complètement décalées. Donc c'est pas du tout la même représentation. C'est intéressant de savoir est-ce qu'on va pouvoir représenter la même chose. Alors le bloc de droite de la figure qui est à gauche est donc décrit sous forme de machine d'état. Alors dans cette représentation, il faut l'écrire avec ce petit symbole en haut à droite pour dire voilà, si je veux décrire ce comportement sous forme d'une machine d'état, donc on va rentrer dans cette machine d'état et voir ce qu'on peut en faire. Donc, la machine d'état, vous l'avez ici en bas à gauche, c'est donc une machine d'état synchronisée. C'est-à-dire que vous regardez les déclencheurs d'une transition de note, on voit est-ce que le message 155 a été reçu, le message 155 est reçu, et puis on passe à l'état suivant. Et ce qu'on voit, c'est que, comme c'est finalement la lecture de valeurs booléennes, et bien, qu'un message, en fait, c'est là qui est intéressant, c'est qu'en fait, il gère des messages de manière synchrone. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Donc, pour pouvoir gérer ça correctement, il faut, après avoir reçu cette information, il faut changer la valeur de message reçu. Donc il faut penser à tout ça, même dans la gestion de la machine d'état, alors que finalement, ce n'est pas l'objectif de ce qu'on cherche à faire. Alors si on présente ça en SDL, donc c'est ce que vous avez en droite, on aura quelque chose en fait, d'assez simple, puisque c'est vrai que c'est des messages qui sont reçus. Finalement, c'est une représentation synchrone de quelque chose qui est relativement asynchrone. Donc vous allez avoir une connexion en cours, et puis alors, pour prendre l'équivalence, on voit le message 155 qui est reçu, et puis du coup, on renvoie le message 32 et on passe en connexion en cours. Donc évidemment, c'est plus lisible puisque c'est en représentation asynchrone, donc c'est plus naturel et c'est plus direct dans ce cas-là. Alors il y avait d'autres machines d'état dans ce modèle. Ici, avec des choses un petit peu plus compliquées, on voit que pour les transitions, il peut y avoir beaucoup d'opérateurs booléens. Donc là, on voit le mode est-il ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Alors bon, c'est un petit peu curieux comme manière de faire, parce qu'en fait, on se rend compte que pour chaque entrée, presque, on a presque un fil d'arrivée avec une information binaire, et que donc, quand on veut savoir s'il y a une entrée qui a changé, qui correspond à un message, finalement, il y a quelque chose un message qui sera arrivé, on est obligé de comparer tout le temps toutes les entrées et de gérer ça, ce qui en fait crée beaucoup de complexité dans l'écriture de l'automate. Mais une fois de plus, l'avantage de tout ça, c'est que par contre, ça limite considérablement l'espace d'exploration de la représentation. Donc là, voilà, un autre exemple de comment on pourrait représenter en SDL, comment on a représenté en SDL, cette machine de là. Et donc en SDL, il y a un simulateur, donc on fait simuler le comportement et puis vérifier que c'est évidemment équivalent, parce que la représentation c'est une chose, mais est-ce qu'au niveau comportemental, on a quelque chose d'équivalent, ce qui était le cas. L'autre point qui était important, c'était l'intérêt de la technologie synchrone, c'est l'éligibilité de vérification. Donc je vous avais dit, la SNCF avait vérifié, alors pas seulement en discutant avec les checkers, la représentation synchrone qu'ils avaient. Est-ce que nous, on arrivait aussi à faire la vérification du modèle et de certaines propriétés? Alors, ça pose la question des propriétés qu'on cherche à vérifier. Très souvent, la difficulté, c'est comment exprimer la propriété. Donc, nous, on a fait quelque chose de très simple. En tout cas, ils nous ont donné quelque chose de très simple. En fait, ils nous ont donné l'équivalent de l'automate. C'est-à-dire qu'ils disaient, on voudrait s'assurer, je prends cet exemple-là, si je suis en état de mode essai d'ébullition, je reçois 25 est-ce que je passe bien dans mode SV d'ébullition? Alors, c'est un peu redondant ce qu'on écrit là. Pour un autre sens, c'est pas vraiment une propriété complémentaire, mais bon, on a travaillé là-dessus.
dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Et effectivement, on a, alors, nous on a une TSDL, on ne fait pas ce type de choses, mais on a fait un partenariat avec le CEA List, et on a donc intégré leur technologie de résolution symbolique. Alors symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent le modèle comme une équation, la continuité comme un autre bout de l'équation, ils essaient de résoudre tout ça, et on a exploré le modèle avec donc un certain périmètre d'entrée possible dans le modèle, et on a effectivement vérifié l'optimisation, donc on est arrivé aussi à vérifier les contenus. Le problème, c'est que l'espace d'exploration qu'on a en asynchrone, comme il est immense, on est obligé de le restreindre, donc on ne peut garantir la qualité que dans l'espace d'exploration qu'on a ici. Et voilà. Donc ça, après, il faut discuter de savoir est-ce que ça suffit pour l'opérateur de SNCF ou pour une autorité de certification. Enfin, c'est à discuter. Mais en tout cas, on arrive dans un espace donné à vérifier un modèle asynchrone. Voilà. L'autre question, c'était comment est-ce qu'on pourrait mapper l'un à l'autre. C'est-à-dire que si on devait remplacer la modélisation synchrone par une modélisation asynchrone, est-ce que je pourrais toujours me connecter à mon système réel, qui quand même, lui, est plutôt synchrone, parce que c'est des connecteurs électriques, souvent, des choses comme ça. Pas toujours, hein, mais il reste encore pour la présence du train, il y a ce genre de choses. Bon, en fait, le mapping est relativement simple, c'est-à-dire que vous voyez ici, quand vous avez un fond d'horloge en bas, en fait, on lit sur des échantillons, c'est bien ce que c'est permis, une valeur, et puis donc la lecture va vous donner un moment un changement, c'est-à-dire que là j'étais fermé par exemple, et tout d'un coup je suis ouvert. Ce qui, en asynchrone, sera tout simplement par l'émission d'un message, au moment où ça devient ouvert. Donc ce qui est important en asynchrone, c'est de respecter la séquence, le temps en soi n'a pas forcément d'importance, mais de bien respecter la séquence au fur et à mesure que les éléments s'enchaînent. Inversement, évidemment, quand on a un output d'une information, il suffit de le caler sur un fond l'équivalent d'un ascenseur. J'ai pas entendu faire ça en français, donc j'ai du mal. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Donc en conclusion, on a donc pris une modélisation synchrone, une approche synchrone, remplacée par une modélisation asynchrone. Alors on a vu que les résultats au niveau fonctionnel sont équivalents. On a vu que vous pouvez aussi faire la vérification de propriété dans un périmètre donné. On a aussi, en plus, on a aussi pu générer des cas de tests. Alors là, l'intérêt de générer des cas de tests à partir du modèle asynchrone, c'était de dire, finalement, puisqu'au niveau du requirement, on va plutôt travailler sur quelque chose d'asynchrone, de global, et bien, je vais réfléchir là-dessus au niveau du poids, qu'est-ce que j'attends dans mon système. Et après, dans le comment, on réalisera avec une technologie synchrone. Ça me permettra de faire des vérifications peut-être plus certifiables, on va dire. Mais à partir de mon modèle asynchrone, comme c'est une référence, je pourrais générer des cas de test et tester mon implémentation. Comme ça, je vérifie que je suis bien conforme à mes requirements, tout en vérifiant la propriété du CPU. Il peut y avoir plusieurs applications à cette approche. Ce n'est pas simplement remplacer la modélisation. Ça peut être de compléter la modélisation par des aspects de vérification. Alors, les pour et les contre, donc, du côté asynchrone, on est plus abstrait, on est plus proche des requirements, donc ce sera plus simple pour communiquer, ce qui est comme l'objectif d'un modèle. Alors, l'objectif d'un modèle, j'en reviens à mon premier slide, voilà, les modèles, je peux faire de la vérification, mais enfin là, c'était se rapprocher des requirements et générer des systèmes au sens plus large, donc tout ça marche. Plus facile à lire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont asynchrones et qui des fois étaient traduites de manière synchrone et c'est très beau en écran et à lire en synchrone, c'est pas facile de comprendre. Et donc ça gère bien tout ce qui est assez rapide. Alors, les contres, là c'est la vérification. C'est vraiment le point le plus important. Donc on peut faire la vérification, mais en général sur un espace d'exploration limité. Et l'autre vraiment point difficile, j'en ai pas parlé jusque-là, c'est la culture dans le domaine. C'est-à-dire que les gens sont tellement habitués à travailler avec des approches synchrones que
penser écrire un synchrone, c'est très très difficile. Ils ont beaucoup de mal, et donc il y a un frein à l'adoption d'autres représentations qui est assez fort. Mais bon, le besoin est là, donc je suppose que tout ça va évoluer. On continue à travailler avec la SNCF sur ces aspects-là. Donc à suivre, je dirais, sur des expérimentations plus poussées. Merci beaucoup.